Bon, on va commencer. Madame, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on a choisi le sujet important dans l'avenir et dans le présent à vous présenter autour de l'efficience énergétique, aussi bien les possibilités qu'ont et les solutions les constructeurs de machines-outils, et d'un autre côté, des réalisations qu'a fait à ce sujet un client ici dans la vallée. Je voulais juste me permettre de vous présenter M. Eberhard Beck, qui est lui le fondé de pouvoir du constructeur allemand, la société Index, et qui est le responsable du développement électrique-électronique ainsi que sécurité et environnement chez le constructeur. Monsieur Beck travaille ensemble avec le VDMA, c'est l'association des constructeurs allemands de machines-outils, sous le cycle de Blue Competence depuis plusieurs années déjà, sur le sujet de cette efficience énergétique des solutions et dont on doit tenir compte aussi dans l'avenir des lois européennes qui sont en train de se créer autour. Il vous présentera ainsi, dans sa partie, les possibilités et solutions constructeurs et à la suite sera présentée l'application du client dont M. Pouvet veut juste vous donner le détail pour qu'on puisse commencer la conférence. Voilà, donc après l'intervention de M. Beck, M. Moinoko de la société Perrola-Gaston vous présentera quelques actions simples qu'il a pu mener dans son entreprise de façon à maîtriser ses coûts au niveau énergétique, pas sur le côté machine, hein, plus sur le côté environnement. Et par des actions simples, on peut aujourd'hui, vous verrez, arriver à économiser l'énergie. Nous laissons la parole à M. Beck. La conférence, comme vous le voyez présentée de sa part en français, mais vous aurez besoin d'une traduction si vous ne parlez pas l'anglais en simultané qui est faite par les dames. Encore une fois, bonjour mesdames et messieurs de mon côté. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter les principaux sujets d'efficacité énergétique pour les machines-outils ici au CIMODEC 2014. Je vais vous décrire ma présentation en anglais et j'espère que vous aurez une bonne traduction vers le français des interprètes présentes. Premièrement, j'aimerais vous montrer les sujets principaux de ma présentation qui va suivre. Pour le premier point, je vais vous montrer pourquoi on cherche la performance énergétique. Quelle est la motivation? Il y a deux sujets principaux derrière cette motivation. Premièrement, c'est le coût, la discussion des coûts, parce que plus de 40% des coûts annuels d'une machine-outil sont liés à l'énergie. Et donc, une machine-outil avec davantage d'efficience énergétique va diminuer vos coûts de production. L'autre point que vous voyez à droite sur cette diapo concerne les coûts d'exploitation en augmentation, et notamment pour l'énergie. Dans tous les pays européens, également partout dans le monde, l'énergie va devenir de plus en plus chère à l'avenir. Cela veut dire que les coûts énergétiques seront un facteur de compétitivité pour les producteurs partout dans le monde. Mais non seulement ces coûts, il y a une autre motivation de la performance énergétique, il y a des mesures et des réglementations prévues de la Commission européenne. Il y a une nouvelle définition qui indique que les produits
consommateurs d'énergie et des produits liés à l'énergie doivent respecter les exigences environnementales pour la production et l'utilisation. Et vous voyez que les machines-outils utilisent autant d'énergie que... Donc en fait, les machines-outils sont en première position en termes de consommation d'énergie. Donc la Commission européenne va bientôt décider un certain nombre de mesures ou de législations pour obliger les fabricants à produire des machines plus efficaces en énergie. Et ça, c'est le deuxième point pour améliorer ces machines-outils en termes d'efficacité énergétique. Parce que la Commission européenne pense que plus de 5% d'économies d'énergie peuvent être atteintes en 5 ans. Donc la Commission va décider que ces réglementations seront nécessaires et ce sera obligatoire pour tout le monde. Un autre point que je voudrais introduire, c'est la question de la marque Blue Competence. Cette marque Blue Competence, il y a plus de 400 producteurs de composants efficaces en énergie et qui se sont rassemblés sous cette marque. Cette marque est gérée par CECIMO, qui est le Comité européen pour la coopération des industries de machines-outils. À l'intérieur de cette association, il y a plus de 40 constructeurs de machines qui se sont organisés et tous ces constructeurs visent à construire des machines-outils bien plus efficaces en énergie. Pour être un membre de Blue Competence, il faut respecter un certain nombre d'exigences pour vos produits et également pour vos sites de production. Le logo Blue Competence peut être utilisé sur vos documents, mais pas directement sur les produits. Le sujet suivant dont je voudrais vous parler concerne vraiment les messages fondamentaux de l'efficacité énergétique. À gauche, vous voyez un tour automatique et cette machine a une consommation jusqu'à 60 kW, une puissance installée. Et dans une opération d'usinage typique, elle consomme 16 kW pour usiner une pièce, les pièces. Dans cet usinage typique, plus de 50% de l'énergie consommée est utilisée pour d'autres opérations. C'est-à-dire que cette énergie, plus de 50% de l'énergie n'est pas utilisée pour spécifiquement machiner les pièces, uniquement pour soutenir l'usinage des pièces. Par exemple, pour l'hydraulique ou pour le refroidissement de la machine. Et ça veut dire que lorsque la machine est en exploitation, sans produire les pièces, lorsqu'elle tourne sans produire des pièces, c'est très inefficace. Et vous avez plus de 50% de l'énergie consommée qui n'est pas consommée pour la production réelle. Un autre point, c'est le surdimensionnement de ces machines de production. Puisque seulement 20 à 30% de la puissance installée est réellement utilisée pendant l'usinage, en fait, vous avez un travail qui n'est pas efficace. Ça veut dire que si vous regardez le nombre de pièces que vous produisez,
ça doit être équilibré avec votre consommation d'énergie et surtout concernant votre alimentation. Alors, j'aimerais vous montrer aussi une autre information. J'aimerais vous montrer la consommation totale d'une machine-outil. Plus de 50% est utilisé pour soutenir l'usinage. Donc, il y a également pour le liquide de refroidissement. Comme vous voyez à droite, les pics de consommation d'énergie sont tout ce qui est chaîne cinématique, l'hydraulique et la pompe de refroidissement. Mais ce qu'il faut savoir, l'entraînement électrique est efficace en énergie lui-même parce qu'il a un taux de fonctionnement jusqu'à 90%. Donc ça veut dire que la meilleure façon de réaliser une machine-outil plus efficace en énergie, il faut optimiser tous les aspects hydrauliques, il faut optimiser le liquide de refroidissement et tous les liquides utilisés par la machine. Ensuite, dans une prochaine phase, j'aimerais vous montrer un certain nombre de techniques ou technologies efficaces au plan énergétique. Et j'aimerais vous donner une vue d'ensemble de tout ce qui est techniquement possible pour booster l'efficacité énergétique de vos machines-outils. On a 9 points à gauche et ces 9 points sont divisés en 6 marques ou noms de marques, si vous voulez. Et je vais rentrer dans ces détails maintenant pour mieux vous les expliquer. La première chose sous la marque Eco-Energy s'intitule, ou c'est la possibilité de changer l'énergie mécanique en énergie électrique et de la recycler vers l'alimentation ou même vers le réseau d'alimentation. Dans les plus anciennes technologies, vous avez des résistances et vous changez l'énergie dynamique mécanique, vous la transformez seulement en chaleur. Ça veut dire qu'il faut ensuite refroidir toute cette énergie, transformer en chaleur pendant la décélération de vos broches et vos axes et vos arbres. Donc, dans cette nouvelle technologie, on transforme l'énergie mécanique en énergie électrique et on la renvoie vers le réseau d'alimentation. Pour le point suivant, sous l'intitulé Éco-énergie, ici, il s'agit d'utiliser des nouvelles technologies pour les machines-outils. Par le passé, il y avait les moteurs asynchrones qui étaient utilisés, et ces moteurs asynchrones avaient seulement un rendement autour de 86 à 88%. Dans les nouvelles machines, plus économes en énergie, les broches, par exemple, sont construites avec des moteurs synchrones. C'est pour cette raison que ces moteurs synchrones ont un rendement, un couple plus élevé par rapport au volume à l'intérieur de la broche. D'un autre côté, l'efficacité énergétique
est bien plus accrue parce que ces moteurs synchrones Star CF 860 NA, le Renault Mégane CX 522 EM, le Nissan Qashqai CZ 384 KJ, le Renault Scénic AQ 641 KX, le Nissan CP 313 Belgique et à côté des gares sont prêts d'enlever leur véhicule le plus rapidement possible. Merci. Voilà, je reprends. Donc, les moteurs synchrones ont un rendement qui peut atteindre 94%. Et un autre avantage de ces moteurs synchrones, c'est qu'ils restent très froids à l'intérieur de la broche et donc vous avez un taux de refroidissement plus faible pour ce type de broche principale ou contre-broche. Donc ces nouveaux tours ont des moteurs synchrones pour les broches et les broches d'usinage et pas uniquement pour l'entraînement. Donc toute la machine est maintenant construite autour de types de moteurs bien plus efficaces, bien plus économes en énergie. Le point suivant, sous cette catégorie de éco-énergie, c'est l'accélération, le taux d'accélération et décélération et le taux de traitement rapide. Ça, c'est parce que 50% de la consommation pour chaque machine, ça représente 50% de la consommation pendant l'usinage. Donc, plus votre temps de cycle est court, plus votre consommation de base, autour de 50%, pour les moteurs et les entraînements. Donc, dans une production optimale, un temps de cycle n'est pas toujours optimal. Plus votre temps de cycle est court, dès que vous pourrez éteindre la machine, en ce moment-là, vous pourrez éteindre et arrêter cette consommation de 50% de la machine elle-même. Un autre point pour les machines-outils économes en énergie, c'est lié à la conception. Dans les technologies standards, un axe porte l'axe suivant. Donc le Z soutient l'axe X. Et ça va diminuer votre accélération, cette charge, et ça va limiter votre accélération. Avec les nouvelles technologies, plus économes en énergie, vous avez les axes Z et X, plutôt comme une cinématique de ciseaux. Cette cinématique, là-dedans, il n'y a aucun axe qui porte l'autre axe. Donc là, vous avez une diminution importante de masse à l'intérieur de la machine-outil. Et de l'autre côté, vous avez aussi une accélération considérable avec ce type de machine. Et comme je l'ai dit avant, plus votre temps de cycle est court, plus vous serez économe en énergie pour produire vos pièces. Pour ce point-ci, il est très important de produire aussi rapidement que possible vos pièces et d'éteindre la machine à chaque fois qu'il n'y a pas de production en cours à l'intérieur de la machine. Un autre point qui est lié à la conception, c'est l'intégration des technologies de fabrication dans une seule machine.
À chaque fois que vous utilisez des machines différentes avec des technologies différentes, par exemple l'alésage, le tournage, la rectification, si vous mettez plusieurs machines en série, vous aurez vous serez toujours en train de rajouter ces consommations de 50%. Si vous pouvez intégrer toutes ces technologies dans une seule machine, vous n'aurez ces 50% de consommation machine une seule fois au lieu de 3 fois ou 4 fois. Et donc ça, c'est un énorme avantage de ces machines multibroches. Là, vous avez 5 fois... Si vous avez 5 machines séparées, vous aurez 5 fois la consommation, c'est 50%. Tandis qu'avec les machines multibroches, vous n'aurez une seule consommation. Bien sûr, ce sera un tout petit peu plus élevé que sur les machines à simple broche, mais au final, vous allez avoir une production extrêmement efficace en énergie, économe en énergie. Une autre problématique pour l'énergie est liée au liquide de refroidissement. Et là, on parle d'un point que nous avons appelé écofluide. Dans les technologies standards, la pompe de liquide de refroidissement est toujours en train de tourner avec le même nombre de tours par minute. Et il pompe tout le volume vers la machine. Et donc, tout le volume qui n'est pas nécessaire dans la machine est renvoyé au bac de liquide de refroidissement. Dans les nouvelles technologies économes en énergie, la pompe de liquide de refroidissement ne tourne qu'avec le nombre de tours par minute qui sont liés au volume de liquide de refroidissement nécessaire, réellement nécessaire dans la machine. Donc, vous aurez une réduction significative de la consommation d'énergie en ce qui concerne l'alimentation électrique de votre pompe. Pour la diapo suivante, j'aimerais expliquer un peu plus ce point, plus dans le détail. On a effectué une analyse pour des opérations d'alésage typiques, par exemple, et voici les résultats. Pour la haute pression, la pompe de liquide de refroidissement à 18 bars et 18 litres par minute, seulement 50% du volume que la pompe a pompé vers la machine, seulement 50% était utilisé par l'outil, alors que plus de 50% a été renvoyé via la vanne vers la pompe. Ça veut dire qu'on avait une efficacité énergique inférieure à 50%. Donc nous avons décidé d'enlever cette vanne pour utiliser le liquide non utilisé, pour la ramener vers le bac de liquide et d'utiliser un capteur de pression pour contrôler la rotation, le nombre de tours minute de la pompe selon le besoin, selon le volume à l'intérieur de la machine. Ici, ce moteur ne tourne seulement avec un certain nombre de tours minute qui sont réellement nécessaires pour envoyer le liquide de refroidissement. Lorsqu'on mesure l'énergie consommée par le moteur de cette pompe à haute pression, vous arrivez à une réduction de plus de 50% de votre consommation d'énergie grâce à cette régulation de volume, cet outil qui marche que selon les besoins réels.
Sur la diapo suivante, vous avez une comparaison entre la technologie standard, que vous voyez en rouge, au fond. La pompe est toujours en train de tourner avec une vitesse constante et la même consommation d'énergie et le même nombre de tours minutes. Dans la nouvelle technologie, nous contrôlons les tours minutes selon le volume réellement nécessaire dans la machine. Là, vous voyez que la différence est considérable. On consomme beaucoup moins d'énergie et dans ce cas, il faut que je vous dise que plus de 20 bars de pression de liquide de refroidissement sont toujours transformés en chaleur. Ça veut dire que dans les technologies standards, vous êtes toujours en train de chauffer jusqu'à 4 kW dans le liquide de refroidissement pendant l'utilisation de ce liquide à haute pression. Tandis qu'avec la nouvelle technologie, la pompe de liquide de refroidissement à haute pression a besoin de seulement 2 kW d'alimentation. Et donc, vous avez moins de réchauffage de votre liquide, jusqu'à 2 kW. Donc, vous économisez non seulement la consommation d'énergie pour introduire ce liquide à haute pression dans la machine, mais vous pouvez économiser également l'énergie lorsqu'il va falloir refroidir votre liquide de refroidissement. Quand on additionne toutes ces économies bout à bout, avec cette pompe de refroidissement à haute pression, où on contrôle le nombre de tours minutes selon le volume réellement nécessaire, eh bien, il y a des potentiels d'économie qui peuvent arriver jusqu'à 1 000 € par an par machine. Là, vous voyez que c'est non seulement bon pour l'environnement, c'est également bon pour vos bénéfices. Et ça va réduire vos coûts énergétiques en production. Alors, revenons encore à notre liste des points, des mesures d'économie d'énergie à l'intérieur des machines-outils. L'intitulé suivant, c'est EcoCool. Ça veut dire le refroidissement de toute la machine, la chaîne cinématique, les moteurs, tout ce qui est à l'intérieur de la machine. Dans les technologies standards, on utilise de l'air pour refroidir les moteurs et tous les composants de la machine. Dans les technologies plus récentes, les technologies économes en énergie, on utilise un liquide pour refroidir les moteurs et les composants et on recueille toute la chaleur à l'intérieur de la machine dans un seul support. Et ensuite, on l'enlève de la machine avec ce qu'on appelle une interface de refroidissement dans un liquide. Et on peut réutiliser cette chaleur de la machine, produite par la machine, dans votre processus. De plus, vous n'avez pas besoin d'autres mesures pour refroidir à nouveau toute la chaleur produite par les moteurs dans l'air, dans votre site, dans votre usine. Un autre point économe en énergie est d'utiliser un contrôleur. Comme je l'ai dit auparavant, lorsque vous avez une machine qui tourne sans produire des pièces, mais tous les composants sont en train de tourner et vous avez donc cette 50% d'énergie utilisée normalement en production. D'un autre côté, ça veut dire qu'il faut éteindre la machine à chaque fois qu'on ne l'utilise pas
À chaque fois qu'on n'usine pas des pièces, on doit éteindre la machine. Tandis qu'avec un contrôleur, on peut contrôler ce type de technologie. Dans ce cas, le contrôleur va mettre en veille les moteurs après une temporisation, par exemple 10 ou 20 secondes. Plus aucun composant ne tourne à l'intérieur de la machine. Donc vous allez économiser l'énergie que la machine utilise pour rien avec cette mise en veille. De la même façon, on a ce point qui s'appelle Eco Setup pour le réglage de la machine. Lorsque vous allez usiner une nouvelle pièce et vous utilisez la machine uniquement comme banc d'essai, puisque vous voulez régler les erreurs, faire la mise au point de la programmation, etc. La machine est en train de tourner toujours avec cette consommation de 50% par rapport à la production normale. Lorsqu'on fonctionne de cette façon, avec Eco Setup, lorsque vous voulez tester une nouvelle pièce ou votre nouveau programme, en simulation, vous pouvez économiser énormément d'énergie. Par exemple, lorsque vous faites fonctionner votre machine 8 heures et la machine est utilisée comme un banc d'essai, vous pouvez économiser jusqu'à 80 ou même 100 kWh. Si vous le faites sur votre PC avec un programme de simulation. Et donc, Eco Setup ou les outils de simulation peuvent également vous aider à économiser l'énergie de façon considérable avec les machines-outils. Un autre point important pour l'efficience énergétique concerne la productivité, puisque l'efficience énergétique n'est pas possible sans un bon niveau de productivité. Les temps de cycle sont très importants pour améliorer l'efficacité énergétique des machines-outils. Je vous donne un exemple de notre société. C'est une machine qui fonctionnait en 95 avec un index G200 avec diamètre de 65 mm. Et comparé à une nouvelle machine qui a été utilisée en 2010 avec encore une capacité de 65 mm, ça s'appelle Index C200 et c'est une machine qui est fabriquée avec ces nouvelles technologies. Ça a utilisé cette technologie de ciseaux et basée sur lorsqu'on compare les différences entre 1995 et 2010, nous voyons que nous avons augmenté la productivité par 81% pour la même pièce. Maintenant, nous utilisons que 51 secondes de temps de cycle et nous avons par le passé utilisé 93 secondes de temps de cycle dans l'index G200. Lorsqu'on regarde le nouveau index C200, on voit qu'il y a des moteurs plus puissants et une consommation électrique plus importante comparée à 95. Mais lorsqu'on regarde la consommation énergétique par pièce, on voit une diminution importante de la consommation énergétique avec la nouvelle machine, puisqu'il y a une diminution dans la consommation énergétique par pièce de 20 à 25%. Par conséquent,
On doit regarder les chiffres globaux pour comprendre l'efficience énergétique. Il faut vraiment regarder la consommation énergétique par pièce pour pouvoir comparer les machines entre elles. Comme je vous ai montré, il est important de savoir combien de temps est nécessaire à la machine pour fabriquer la pièce. Le temps de cycle est vraiment une partie importante du calcul d'efficience énergétique. J'arrive à la fin de ma présentation maintenant et je voudrais faire une petite synthèse et vous rappeler les priorités de ces nouvelles technologies que je vous ai montrées pendant la présentation. Premièrement, la réutilisation de l'énergie, de transformer l'énergie mécanique dans la machine pour transformer en énergie électrique, pour pouvoir rendre cette énergie au réseau, est un sujet important pour pouvoir avoir des machines avec une efficacité énergétique plus élevée. La deuxième priorité, c'est l'utilisation des systèmes de refroidissement qui pompent uniquement les volumes nécessaires de liquide de refroidissement dans la machine pour pouvoir faire des économies d'énergie Il s'agit d'éviter la production d'énergie de chaleur et dans les systèmes de refroidissement, il faut utiliser uniquement les volumes de liquide de refroidissement qui sont véritablement nécessaires dans la machine. Le troisième point, la réduction des poids des composants. Grâce à ça, on peut réduire les temps de cycle et réduire la consommation d'énergie par pièce. Vous devriez également utiliser des techniques de simulation en dehors de la machine pour pouvoir vérifier vos pièces et vos programmes avant de les appliquer sur la machine et ne plus utiliser les machines comme banc d'essai. Puis, nous avons parlé de l'intégration des processus d'usinage dans la même machine, d'avoir des machines multibroches pour réduire la consommation de base, avoir une seule machine au lieu d'avoir plusieurs machines. Lorsque vous usinez une pièce une fois dans une machine, vous avez cette fameuse consommation de 50%. J'arrive au bout de ma présentation maintenant et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie de les prendre et essayer de répondre. Je vous remercie de votre présence et de l'intérêt que vous montrez à ma présentation. Thank you. Have a nice day. Dans ce cas-là, je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour messieurs, dames. Je me présente, Jean-Luc Moinloco, président de la société Gaston Perola. Je suis venu vous présenter une démarche environnementale par le biais d'un plan d'action d'économie d'énergie.
Je vais vous présenter le contexte du projet, la présentation des missions et un bilan. Dans un premier temps, présentation de Gaston Perola. Entreprise de mécanique à la base en 1936, créée par mon grand-père, puis après retransformée par la suite en entreprise de construction de machines-outils jusque dans les années 65. Puis après, on s'est mis à faire du décolletage. Activité décolletage dans tout domaine, gaz, hydraulique, pneumatique, loisirs, etc. Son cœur de métier, production de pièces de décolletage de 2 mm à 80 mm en passage en barre de 3 mètres. Effectif 19 personnes, chiffre d'affaires environ 3,5 millions. Je vais vous présenter les causes. C'est un besoin de maîtriser les coûts, besoin de faire face aux exigences des parties prenantes, objectifs environnementaux, économiques et sociaux. Je pense qu'on ne peut pas allier, en tant que chef d'entreprise, l'écologie sans avoir un intérêt. Parce que je pense qu'on peut tout faire, tout mettre en place, mais si une entreprise n'a pas un gain derrière, elle aura du mal à s'engager. On va vous présenter dans un ordre décroissant ce qui a été le plus rentable jusqu'au moins rentable. Tout d'abord, on a réalisé un local pour les compresseurs. Mais avant, je veux quand même vous préciser que notre atelier est chauffé avec le gaz. C'est juste une parenthèse pour qu'après, vous compreniez mieux. Ce local pour les compresseurs, on ne l'a pas mis n'importe comment. On l'a mis à l'extrémité d'une partie du bâtiment. On avait un problème de place, on avait un problème de chauffage de nos compresseurs l'été, avec la chaleur, et on avait une perte énorme de chauffage l'hiver. Parce que nos compresseurs, comme vous le savez, dégagent de la chaleur, et cette chaleur n'était pas réintégrée dans l'usine. On a beau avoir des variateurs, on a des variateurs sur nos compresseurs, mais bon, ça ne suffisait pas, on avait des gains à faire autres. Alors on a fait un petit local qui nous permet l'été, en ouvrant les portes, d'avoir une aération par du grillage. En même temps, l'hiver, vous voyez, on a fait un trou dans le mur, on a mis une cheminée, et l'hiver, là c'était encore pas fait à l'époque, on renvoie cet air chaud dans l'intérieur de l'usine. C'est des petites missions simples, mais très intéressantes. Deuxième mission, notre atelier travaille avec de l'huile entière, mais en même temps avec du solube. On avait un problème, c'est qu'on a pour l'instant un manque de place, et on ne peut pas mettre un système d'essorage qui peut faire les deux huiles. Donc dans un premier temps, on a mis en place des choses très simples pour récupérer le solube, puisque l'huile entière n'était capable de l'essorer sur le copeau. Donc on a fait des bacs de rétention qu'on a surélevés, on a mis ça sur roulette, on a fait un petit grillage, on vient récupérer le solube. Donc comme vous le savez, le solube, c'est un mélange d'eau et d'huile. Environ 96% d'eau, 4% de solube. Donc avec la chaleur, le solube, l'eau s'évapore, une grosse partie du solube est récupérée, qui est remis dans la machine. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme on remet du solube dans la machine, on vient changer le dosage. Donc au lieu de passer à 4%, on va peut-être plus être certains cas à 2 ou à 3 ou des fois à 1%.
Donc on a fait d'énormes économies sur le soluble. Je vous montrerai plus tard les gains. Alors, un investissement que beaucoup de décolteurs vont faire ou doivent faire, ou ont fait, qui est souvent un investissement qu'on se dit « Ah, c'est pas rentable, ça produit pas ». Ça, c'est vrai. Mais c'est un investissement, si j'aurais su le gain, je l'aurais déjà fait bien avant. C'est lourd, c'est vrai, mais ça rapporte beaucoup. Ça rapporte beaucoup. Ça nous a permis de faire des gains en eau, en électricité et en solvant et d'huile. Cette machine nous a permis de récupérer à peu près 8 à 9% de consommation d'huile. Cette huile, on ne la remet pas dans les machines, on la remet dans notre cuve et on vient la mélanger. Chaque semaine, c'est à peu près 20 litres d'huile qu'on récupère. Donc remis dans une cuve à huile de 1000 litres, c'est très peu dense. Donc ça fait que ça passe bien dans nos machines, on n'a pas de problème avec les machines. On a récupéré énormément avec le solvant. Comme vous le savez, tout ce qui est perclos, triclos vont être interdits. Donc cette machine marche avec du solvant à 3. On a beaucoup gagné aussi en électricité. Parce qu'elles sont moins consommatrices, comme tout à l'heure la personne de chez Index vous l'a dit, ce sont des moteurs qui sont quand même moins consommateurs actuellement. Et en eau, c'est pas tellement la machine qui nous l'a fait gagner, mais c'est qu'avec la machine, dans la mission 4 que je vous présente à l'instant, on a mis un groupe froid. Donc le groupe froid, c'est un circuit fermé. Ça nous a permis, dans un premier temps, de récupérer cette eau. On a gagné en électricité et en gaz pour deux choses. C'est qu'au début, ce groupe froid avait été installé près de la machine à laver, mais ça chauffait trop. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du compresseur qu'on avait mis à l'extrémité de l'atelier. Cette fois, à l'autre extrémité, on a réinstallé le groupe froid. On a fait toute une installation qui nous a permis, l'été, comme vous le voyez, en ouvrant les portes, que l'air pénètre, donc pour refroidir. Et l'hiver, quand les portes sont fermées, ça nous a permis de récupérer cette chaleur. C'est le même système que compresseur. Des missions très simples, ça. C'est tout bête. Je pense que dans tous les ateliers, les personnes laissent les portes ouvertes. Nous, on a mis des barrières de froid. C'est facile, hein, c'est des lamelles. Et ça vous permet de récupérer énormément. Ça empêche réellement le froid de pénétrer dans les ateliers. Et sur cette photo-là, on a mis ce type de lamelles parce que c'était à la hauteur des bridelles des camions. Donc ça nous permettait que quand on ouvrait les portes, le camion rentrait et le froid ne passait pas autour. Voilà. On a fait aussi des missions d'air. Donc dans l'atelier, on a travaillé beaucoup, mais ça c'est un travail permanent sur tout ce qui est soufflette. C'est pénible hein, parce qu'on a à peine fini qu'on recommence déjà, mais si on le fait régulièrement, ça se passe bien. Et ça nous permet d'économiser sur le compresseur, sur l'électricité. D'autres missions qui sont un peu plus ridicules, mais qui sont importantes, parce que je pense que chaque mission n'est pas ridicule, mais mis bout à bout peut faire gagner beaucoup. Donc on a travaillé, on a changé nos réservoirs des toilettes, on a mis à double chasse et on a sensibilisé le personnel sur l'utilisation du besoin. Voilà. Là on est sur une mission qu'on vient de mettre en place qui est pour l'instant pas mesurable parce qu'on n'a pas assez de recul. On a mis des ampoules à basse consommation dans certaines pièces depuis un certain temps, mais par contre, on vient de commencer de mettre des néons. Donc, on a un coût, sur ce diaporama, c'est faux, on a mis plus de 3 000 €, donc plus de 40 néons dans la partie magasin et partie qualité. Je pense qu'on va étendre l'année prochaine à tout l'atelier. Et ce qu'on veut faire aussi à partir du mois de mars, c'est de mettre
des petites lampes sous nos tables de contrôle qui vont allumer que la table de contrôle et éteindre tous les néons de l'atelier, puisque comme vous le savez, comme vous avez aussi dans vos ateliers, les machines sont équipées de lampes. Donc on n'a pas forcément pour la partie, on va dire mai jusqu'à septembre, besoin d'avoir un éclairage complet de l'atelier. Mais il faut avoir l'éclairage au bon endroit et au besoin. Après, des petits engagements, il y en a d'autres, mais là, on éteint les lumières régulièrement. Sur noir et blanc pour les imprimantes, impression seulement quand c'est nécessaire et recyclage. Ça, c'est au quotidien. Mais ça, c'est des petites missions. Mais... Maintenant, la chose la plus importante, parce que comme tout à l'heure, je vous en parlais, vous ne pouvez pas faire, pour une société, de l'économie sans faire... vous ne pouvez pas faire de l'écologie sans faire de l'économie. Et on va parler de chiffres, et je pense que ça va être plus significatif. Donc, sur le bilan énergétique, entre l'électricité et le gaz, alors, cette mission avait été calculée sur l'année, notre bilan s'arrête en septembre, fin septembre. Donc, ce bilan date de 2012-2013. Et en même temps, je vous parlerai sur l'énergie en 2013-2014. Sur 2012-2013, on a économisé à peu près 3 semaines de consommation. Qui fait, vous voyez, on était avant en 2011-2012 à 701 000. On est passé en 2012-2013 à un total de 659 000 et on a fait une baisse de moins 6%. En même temps, tout à l'heure, on me posait la question, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Eh bien, ça m'a rapporté 500 € de plus en coût. Ça m'a coûté plus cher. En faisant des économies, j'ai payé plus cher. Donc, vous voyez l'intérêt d'aller vers des économies. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Quand EDF décide d'augmenter, on subit. Donc on n'a pas le choix. Si on ne va pas vers des gains, en faisant attention, on se prend des hausses énormes. Et dans ce cas-là, je me ramassais, si je ne faisais pas attention, presque 5 000 € à la fin de l'année en plus. Donc j'ai minimisé à 500 €. Vous voyez ? Sur le gaz, comme tout à l'heure, je vous le disais, notre bilan s'arrête en septembre. Et on a fait plein de missions en cours d'année. Donc on n'a seulement qu'un retour cette année. L'année passée, on a eu que moins 3%. C'est pas énorme, mais cette année, ça signifie autrement. Sur la partie électrique, on va augmenter notre électricité en pourcentage, je pense, par rapport à l'année passée, je dirais de peut-être plus 3%, même pas, qui fait un coût de presque 6 000 € cette année. On va dire 6%, puisque ça va après. Donc on va dépenser 6 000 €. Simplement que les missions qu'on a mis en place, comme les compresseurs, le groupe froid, les barrières de froid, tout ça nous a permis de mettre le gaz en route cette année que de 18 heures. C'est-à-dire que, vous voyez que les 78 000 kVA que j'avais l'année passée, cette année, j'ai mis que 18 heures en route. C'est-à-dire que là, je vais avoir une économie de 5 000 €. Cette année, on va avoir un chiffre d'affaires en croissance de 4 à 6% dans notre société. Donc, si je fais le ratio, j'augmente à peu près de 6 000 € l'électricité, je baisse à peu près de 5 000 € le gaz, donc je vais augmenter de 1 000 € pour un chiffre d'affaires de 250 000 € de plus cette année. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc, vous voyez que c'est très important de trouver des pistes. Il ne faut pas hésiter de consommer plus en courant si ça vous apporte quelque chose. Mais il faut savoir travailler tout ça. Sur le bilan d'eau, avant de mettre le groupe froid et la nouvelle machine à laver, on consommait 1406 mètres cubes d'eau par année. Là, on est à 247. On a quand même fait une belle baisse qui fait qu'on était, en termes de chiffres, on était à 350 € auparavant par mois. Là, on doit être autour des 70 €. Sur le solube, on est passé de 3724 litres avec une mission très simple à peu près 1000 litres. Là, c'est 11 000 € d'économie. Vous voyez, en faisant pour 1000 € d'installation de bac de rétention, qui n'est pas grand-chose, on a économisé 11 000 €. Sur les solvants,
La machine est rentrée en milieu d'année, donc on a mesuré à 3219 kg de consommation solvant et perclos, puisqu'auparavant on l'avait avec du perclos, mais l'année 2010-2011, on était sur un total de 9000 kg. Donc on est passé de 9000 à 3200, et cette année on va passer à 1368. C'est énorme, la consommation. On a gagné à peu près, pareil, 11 000 € sur la consommation des produits. Nos projets, repositionnement des lignes électriques sur les machines. Donc, comme je vous le disais, on veut remettre des néons bien en face des lignes de production des machines, puis en même temps, mettre à certains endroits sur les tables de contrôle des petites lobes qui permettent d'éclairer que la table de contrôle. Et bien entendu, je pense que sur l'année prochaine, on va passer directement en LED aussi, parce que je pense que ça va être intéressant par la suite, une fois qu'on aura mesuré la première action. Installation de détecteurs de présence ou de minuterie. Alors, je pense qu'il y a des pièces, telles que les toilettes, vous allez passer en détecteur de présence. C'est des endroits sombres. Par contre, il y a des pièces comme les salles de pause, vous avez peut-être de la lumière autour, vaut mieux passer par des minuteries. Et chercher aussi à gagner. Parce que si vous voulez que ça soit bien perçu dans les ateliers, il ne faut pas non plus pénaliser l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il faut qu'on ne lui mette pas une minuterie simplement pour que nous on gagne. Il faut qu'il ait le temps de se préparer, il faut qu'il ne soit pas stressé, il faut lui mettre juste le bon temps. C'est-à-dire que s'il a besoin de 2 minutes, mettez-lui en 4, mettez-lui en 5, mais ne le stressez pas. Autrement, vous allez les avoir contre vous, parce que c'est un travail commun. On va faire une mission là qui va être lancée au mois d'avril, qui est très importante. On va récupérer l'eau de pluie. On a vu ça avec notre partenaire d'huile soluble. On va installer une cuve à eau. On va faire un système de double moteur. Alors, pourquoi on n'aurait pas récupéré cette eau de pluie pour la mettre dans les toilettes, par exemple? Parce que notre bâtiment est des années 90. Il y a aussi l'eau des robinets, plus les douches. Ça ne passait pas. Donc on a optimisé sur une solution plus simple, qui est de dire on met une cuve à eau, on va récupérer cette eau de pluie. Cette eau de pluie, on va s'en servir pour nettoyer les sols ou redistribuer dans nos machines. Bien entendu, ça passera par des filtres. Et quand il n'y aura plus d'eau de pluie dans la cuve, on va faire un branchement par un moteur qui va repartir directement sur le réseau. Donc ça fait que la personne qui, elle, va tourner le robinet ne sait pas si c'est de l'eau de pluie ou de l'eau du réseau. Voilà. Et à long terme, on souhaite passer la 14001. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, je vous écoute. Merci. C'est des missions simples. Il y en a que vous devez faire aussi, je pense, dans vos ateliers. Il y a d'autres choses qui peuvent vous donner des idées, mais je pense qu'il faut prendre conscience que tout coûte cher. Là-dessus, sur ces quelques missions que je vous ai présentées, on en a d'autres aussi, on a gagné presque 25 000 €. Donc c'est énorme. Le coût de la machine à laver, on estime qu'il nous faut 5 ans pour la payer sur un prêt et 8 années en baisse de charge pour économiser. Donc c'est important. Vous voyez, elle se paye toute seule pratiquement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des changements à faire, faites-les. Voilà. Oui. Je me demandais si vous avez trouvé une solution pour le recyclage des consommables de coupe, plaquettes, outils, métal dur monobloc. Oui, ça on le revend déjà, ça. On a des carburiers, des gens qui passent chez nous, qui viennent nous y reprendre. Donc nous on le met dans des petites boîtes et on passe au recyclage. Voilà. Ça se fait couramment. Ouais. Merci. Si vous voulez savoir, vous me laissez votre carte et puis moi je peux vous passer les noms des gens qui vous récupèrent. Parce que ça se rachète ça.